Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La Roca Team fait le plein d'énergie avant la Leaders Cup en partageant un moment d'échange avec les athlètes de Special Olympics Monaco. Activités en extérieur, musées, ateliers créatifs. Nombreuses sont les solutions pour occuper vos enfants pendant ces vacances scolaires. Nous vous donnerons quelques idées dans ce JT. Puis nous recevrons Noam Yaron. L'éco-aventurier a décidé de retenter la traversée à la nage Calvi-Monaco en juin prochain. Il nous expliquera son choix et surtout le message qu'il souhaite transmettre. Et puis nous nous intéresserons également ce soir aux bienfaits de la luminothérapie. Plus qu'une simple dose de vitamine D, ce soin a de multiples vertus à découvrir dans ce journal. Débutons ce journal avec du basket. La Roca Team va tenter de décrocher un premier trophée cette saison avec la Leaders Cup qui débute vendredi à Caen. Mais avant le quart de finale contre Bourg-en-Bresse, Georgios Papagiannis a participé hier soir à Gaston Médecin à la deuxième session du programme One Team de l'Euroleague. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni vous en disent plus. C'est le genre de moment unique dont on se souvient toute une vie. Mardi soir, une dizaine d'athlètes de Special Olympics Monaco a pu partager un moment privilégié avec le pivot de la Roca Team, Georgios Papagiannis, à l'occasion de la deuxième session en principauté de One Team, le programme social de l'Euroleague qui utilise le basket pour une société plus inclusive. Thème de cette session, la confiance. It's really important. I mean, for me, it's a new country, and it's the best thing for me to give back to the community as they give to me in every game and every meet we got. Let's say outside of the basketball court, they always have a smile, and I think that's the simplest way I can give back to the community here. Since a young age, since I started playing basketball, even in friendships and everything, trust I think is the most fundamental things in relationships. So I think today it's like a very, let's say, basic but very important as well lesson for everybody. Le géant grec participait pour la 4e fois de sa carrière à une session One Team, après avoir notamment visité une prison pour enfants à Athènes. Mardi soir, il a animé divers ateliers avant de prendre part à un mini-match de basket avec les athlètes de Special Olympics Monaco. C'est toujours été mon rêve de voir un professionnel de basket, et vu que j'étais fan de basket quand j'étais jeune. Et je leur remercie beaucoup parce que mes rêves se réalisent et il n'y a pas d'âge pour rêver ses rêves. Et je remercie infiniment mes coachs et mon équipe Special Olympique. Et pour moi, c'est très important. Et être là, c'est le plus beau jour. Et chaque fois quand je viens avec le sourire et la joie de vivre. Ah oui, c'est un super souvenir. C'était un match incroyable. C'est très bien, donc c'est bien passé, ça va. C'est très bien, très bon. Je ressens c'est un privilège, ça, c'est un honneur de jouer avec l'ASM. C'est un très beau stade. Et voilà, mon père il joue aussi au basket avant, donc c'est génial, quoi. Avec Mam Jaïté présent lors de la première session One Team en principauté fin novembre, la Roca Team compte dans son effectif 2 big men au grand cœur. Voilà pour ce beau moment de partage. En Formule 1, le Grand Prix de Monaco se dote du premier sponsor titre de son histoire. Il s'agit de Tiger. Pour célébrer cette annonce, l'Automobile Club de Monaco a dévoilé l'affiche officielle de la 82e édition de son épreuve phare qui aura lieu du 22 au 25 mai prochain. Vous la découvrez actuellement à l'écran. Comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires? Cette question revient souvent et c'est pour cela que de nombreuses entités ou clubs sportifs proposent des stages. Illustration avec le Judo Club de Monaco qui propose de se perfectionner sur les tatamis tout en s'amusant. Le reportage de Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Depuis quelques années, le Judo Club de Monaco organise des stages pendant les vacances scolaires, des sessions ouvertes aux enfants de 5 à 9 ans, axées sur le judo bien sûr, mais également sur la culture avec des visites de musées par exemple. Pour ces vacances d'hiver du mois de février, le stage a débuté lundi et se terminera jeudi. Alors par exemple aujourd'hui, on a accueilli les enfants ce matin dès 8h30. On commence par une session de judo. Le midi, on est accueillis dans un restaurant sur le Rocher, le Saint-Nicolas. Puis on fait un petit peu de retour au calme à travers des jeux, des activités manuelles.
Et ensuite, après-midi, sport co ou encore judo. 2 types de profils pour ce stage, les enfants qui découvrent le judo et ceux qui en font déjà et qui se perfectionnent. Les exercices sont adaptés afin que tout le monde s'amuse, quel que soit le niveau. Exemple ici avec la prise du crabe, un basique enseigné aux ceintures blanches. J'ai une pince. Ma pince, elle va où? Là? Oui. Elle va venir pincer le kimono derrière le cou. Moi, j'aime le judo et j'aime comment on fait. Là, on est en train d'apprendre des autres prises pour les apprendre aux plus petits pour qu'ils soient forts comme nous. J'aime faire le judo et du coup, j'ai essayé de faire le stage. Qu'est-ce que vous faites pendant ce stage? Explique-moi. On va faire du judo, on va faire des chutes, des prises. On va aussi faire des activités, on va manger dehors, au restaurant, on va faire plein de choses amusantes. Et j'espère que ça sera bien. Ce stage est encadré par Sarah Halag et Cédric Bessy, 2 judokas de haut niveau du Judo Club de Monaco, habitués des compétitions internationales et que l'on retrouvera au mois de mai aux Jeux des Petits États d'Europe en Andorre. Souvenez-vous, l'été dernier, Noam Yaron se lançait le défi de rallier Calvi-Monaco à la nage. Après 2 jours d'efforts en mer et 100 km parcourus, les mauvaises conditions météo l'avaient forcé à abandonner. Pas vaincu, le nageur a décidé de retenter l'aventure avec toujours pour ambition de sensibiliser la population à la protection de l'environnement. Pour en parler plus amplement, Noam Yaron est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous relancez donc dans ce défi du record du monde Calvi-Monaco à la nage. Est-ce qu'il y avait un goût d'inachevé après cette première tentative manquée? Tout à fait. Alors après l'interruption à 103 km et 48 heures, c'était pas facile de sortir de l'eau après tous ces kilomètres parcourus, mais c'était pour moi évident qu'il fallait remettre cette tentative à 2025, en cette année de l'océan, là où Nice accueille la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et donc, c'est le moment ou jamais de revenir et de décrocher ce record du monde pour la nature. Oui, parce que la dernière fois, c'était d'autant plus frustrant car votre abandon était dû aux mauvaises conditions météo. Vous aviez même déclaré « Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est la mer ». Tout à fait, c'est la mer et la nature même qui gagne et qui va dicter notamment cette deuxième tentative. On sait très bien que pour réussir les 180 km qu'il y a entre Calvi et Monaco, on va devoir faire face à beaucoup d'enjeux, notamment les courants qui sont très très forts sur la zone, les méduses qui sont de plus en plus nombreuses sur cette partie de la Méditerranée, dues également au réchauffement climatique et aux canicules marines qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, ça va être des causes naturelles pour lesquelles on se bat. Donc, ça n'a aucun sens de ne pas les accepter. Donc, ça fait tout à fait sens d'apprendre de ses erreurs et de revenir pour cette deuxième tentative en juin. Oui, finalement, votre première tentative va vous permettre d'aborder différemment ce défi. Complètement. On a énormément de points techniques qu'on va devoir améliorer, notamment potentiellement démater le voilier qu'on va utiliser pour ne pas être en fait à portée du vent, qui peut être différent que les courants que je peux ressentir. Et du coup, par défaut, moi, je suis le bateau. Donc, si le bateau se fait déporter, je vais également me faire déporter. Et il y a la combinaison, puisqu'il y a une partie un peu moins sexy, mais quand on doit rester 4 à 5 jours, 5 nuits sans sortir de l'eau, il faut évidemment faire ses besoins dans l'eau. Alors, la grosse commission, c'est moins facile que de faire pipi dans la combinaison qui réchauffe un peu. On est en train, du coup, de développer un système qui permettrait d'avoir une poche que je pourrais ouvrir, en fait, sur l'arrière de ma combinaison, ce qui ferait que je n'ai plus besoin d'enlever complètement ma combinaison, ce qui était le cas en 2024. Et du coup, c'est de collaborer avec des ingénieurs, avec des spécialistes pour faire évoluer finalement aussi le matériel qui n'est jamais mis autant à l'épreuve que sur une tentative comme celle-ci. On l'entend, cette aventure se prépare avec minutie. Et comment on s'attaque physiquement à 180 km en mer sans sortir de l'eau, vous l'avez dit, pendant 5 jours? Alors, c'est un défi impréparable, honnêtement, sur plein de points différents. Le premier, c'est que c'est un défi plus mental que physique. Ça paraît un peu fou, mais c'est vraiment le cas. La difficulté numéro 1, c'est le manque de sommeil. Le corps humain n'est pas du tout fait pour rester d'autant plus dans l'eau salée avec près de 3000 mètres de fond, jour comme nuit, au plein milieu de la mer. Et donc, il faut mentalement être prêt à surmonter des épisodes de peur, de panique, d'hallucination, dû au manque de sommeil. Donc, c'est tous ces éléments qu'on est en train d'entraîner. Évidemment, il faut
faut nager. Je nage énormément. Je fais entre 25 et 40 km par semaine en ce moment à la nage, plus 2 entraînements en salle. Et évidemment, toute la partie, on va dire, mentale sur la préparation, notamment de l'hypnose qui me permet de dormir dans l'eau, mais aussi en nageant. Vous avez donné quelques pistes tout à l'heure, mais quel message vous souhaitez transmettre à travers cette aventure ? Alors cette aventure, elle s'inscrit à nouveau dans une actualité assez forte, notamment cette conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice quelques jours avant ma tentative. Et l'objectif est réellement de sensibiliser les gouvernements, et notamment le gouvernement français, à améliorer l'état de protection de ces aires marines protégées qui, pour la plupart, si ce n'est pas la majorité, permettent encore des activités industrielles comme le chalutage de gros filets qui sont tractés dans ces aires marines qui sont censées être protégées. Aujourd'hui, il y a une véritable urgence d'agir et d'interdire ces pratiques et de s'aligner sur les recommandations scientifiques et notamment des scientifiques qui souhaitent réellement avoir, on va dire, un chiffre qui s'apparente à 10 à 30% de protection d'ici 2030, 10% de protection stricte, idéalement d'ici 2030. C'est ambitieux, mais c'est possible et j'espère que la France pourra montrer l'exemple lors de cette conférence. Et ce choix de faire Calvi-Monaco à la nage n'est pas anodin, hein. La distance représente le sanctuaire Pélagos, c'est ça ? Exactement, symboliquement, en traversant de Calvi à Monaco, je traverse en longueur la plus grande aire marine protégée de Méditerranée. Elle est gouvernée par 3 gouvernements, ce qui est rare et vraiment à souligner puisque c'est une vraie victoire. Donc elle est gouvernée par la principauté de Monaco, mais également la France et l'Italie. Et malheureusement, ce sanctuaire n'est pas autant protégé que ce qui pourrait l'être. Et c'est également l'occasion de traverser finalement symboliquement cette aire marine protégée, de devenir finalement comme la biodiversité qui se trouve sur la zone, puisque je serai dans l'eau comme un animal, comme un dauphin, un poisson ou autre. Et du coup, l'objectif, c'est de sensibiliser aussi aux diverses choses que je vais pouvoir rencontrer, les dangers qu'il y a, notamment le trafic maritime qui est de plus en plus fréquent sur la zone et qui est la première cause de mortalité non naturelle des cétacés avec des collisions parfois mortelles qu'on va essayer aussi de mettre en lumière et d'essayer de limiter en instaurant, on espère, une limitation de vitesse à 10 nœuds sur la zone. On l'entend, au-delà du record et de la performance physique, il y a ce message de la protection de la biodiversité marine. Départ en juin donc, Noam ? Exactement, à partir du 14 juin, le jour après la fin de cette conférence des Nations Unies sur l'océan, on sera à Calvi, on attendra gentiment la météo qui à nouveau décidera de la date de départ. Et en espérant pouvoir vous accueillir à Monaco dès votre arrivée. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci, à très bientôt. Mon chien, ce super héros, c'est la nouvelle campagne de la Société monégasque d'assainissement lancée pour lutter contre les déjections canines. Pour que les rues ne soient pas un champ d'obstacles, la SMA déploie des moyens considérables. Des gestes simples et citoyens peuvent aussi être adoptés par les propriétaires de chiens. Les détails de Sarah Villemain et Camille Caloni. Chaque jour, 140 agents de propreté de la Société monégasque d'assainissement nettoient les rues de la Principauté. Pour garantir des trottoirs sans obstacles, cette campagne de communication s'adresse directement aux propriétaires de chiens. Une campagne plutôt bienveillante pour rappeler les bons usages aux propriétaires et maîtres de chiens, concernant les déjections canines notamment. Plusieurs dispositifs sont mis en place à différents endroits de Monaco afin d'inviter les maîtres à ramasser les déjections et éviter les traces d'urine. Il existe plusieurs dispositifs sur la Principauté. Tout d'abord, il y a beaucoup de distributeurs de sacs à déjection canine qui sont en place sur tout le territoire. Également des corbeilles pour jeter les sacs une fois utilisés. Il y a également des parcs à chiens. Il y a 4 parcs à chiens sur la Principauté qui sont donc répartis sur tout le territoire. Et également des canisettes, où c'est des urinoirs pour chiens. Donc ils sont en test, il y en a 2 exemplaires, un disposé sur la promenade Honoré II et un sur la place des Bougainvilliers. Les canisettes peu démocratisées ne rivalisent pas encore avec la distribution gratuite de sacs. On a un bon retour concernant l'usage des sacs à déjection canine, puisque c'est nous qui les fournissons, donc on sait très bien combien on en distribue à l'année. On en a à disposition également à la boutique By Smeg qui se situe rue Grimaldi.
Donc les personnes peuvent venir retirer des sacs comme elles le veulent. Les cantonniers aussi en ont sur eux et distribuent généralement à la demande. Donc voilà, ces sacs sont très demandés et sont bien utilisés. Pour rappel, la Principauté compte 4 jardins pour chiens, situés avenue Pasteur, avenue de Grande-Bretagne, boulevard du Jardin Exotique et à Fontvieille, au niveau de la Roseraie. Intéressons-nous à présent à cet atelier proposé par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco pendant les vacances scolaires. Si certains enfants ont choisi l'option sportive, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans notre reportage consacré au stage de judo, d'autres ont choisi d'explorer le mode de vie des hommes préhistoriques, un voyage dans le temps auquel ont assisté Sarah Inkari et Alexandra Marangoni. À peine installés pour le mot d'accueil, les questions fusent déjà. Comment vivaient les hommes de Cro-Magnon? Que mangeaient-ils? Où habitaient-ils? Eh bien, ils vivaient dans des huttes une partie de l'année. C'est cet habitat que les jeunes participants vont reproduire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts de fabriquer une petite cabane? Oui. Allez, on va vous donner le matériel et on va commencer tout doucement. Pour la version miniature, Léopold, 5 ans et passionné d'histoire, nous livre les différentes étapes. D'abord, on a étalé de l'argile, après on a mis de la colle autour, et après des feuilles et du sable, et on a aussi après on a mis des branches avec des feuilles, et après on a mis des pierres, et maintenant on doit faire le foyer avec des pierres tout à l'intérieur, tout autour au milieu de la tente. Guidée par Kader, paléontologue et archéologue, la cabane prend forme sous les yeux des parents, on ne peut plus fiers de leur progéniture. Ces rendez-vous organisés au musée d'anthropologie préhistorique leur permettent de s'instruire en s'amusant. Ils apprennent que les hommes préhistoriques ne vivaient pas que dans les grottes. Donc, bien sûr, à l'époque, il y avait des périodes de température très chaudes. Donc les hommes ils étaient installés au bord de la plage, au bord d'une rivière. Donc, ils étaient obligés de construire des cabanes autour. Voilà, donc c'est le but qu'ils apprennent que le mode de vie des hommes préhistoriques ils étaient très en harmonie avec la nature. Et la leçon du jour semble avoir été assimilée. Ils ont chassé les animaux. Après ils sont habillés. Ça t'a plu l'atelier? Tu vas revenir? Oui. Prochaine séance demain, jeudi 13, elle portera sur le tir au propulseur, une arme préhistorique très en vogue à cette époque, et sur le métier d'archéologue. En attendant, reste à ce petit groupe à déterminer l'emplacement idéal de ce chef-d'œuvre à la maison. Cela ne vous a pas échappé, ces derniers temps, le soleil se fait discret en Principauté. Pour pallier ce manque de lumière, il existe des solutions. Dans les pays nordiques, par exemple, la luminothérapie est très utilisée. À Monaco aussi, des centres proposent ce service. Alban Gingembre et Julien Laugier ont voulu en savoir plus sur les bienfaits de ce soin. Ils se sont rendus chez Monaco Fit Coaching qui propose la luminothérapie. Regardez. Il booste notre système immunitaire et favorise notre bien-être. Le soleil a de nombreux bienfaits, mais comment faire quand il est absent? Une alternative, la luminothérapie. La luminothérapie va avoir un gros impact sur la qualité du sommeil et également le stress. Donc à savoir que pour toutes les personnes anxieuses ou à tendance de dépression saisonnière, voilà, la luminothérapie va venir pallier à ce problème. C'est de la photomodulation par LED. Voilà, donc c'est vraiment un traitement sans risque que toute la population peut effectuer à tout âge. À raison d'une séance de 20 minutes par jour, cette lumière rouge peut être utilisée dans de nombreuses intentions. On peut traiter plein de problématiques, comme les problématiques dites esthétiques, donc acné, eczéma, psoriasis. On va travailler sur la pousse et la repousse des cheveux, la production de collagène au niveau du visage, le côté glow. D'accord, le côté cicatrisation. Vergeture actif également, on va venir traiter la discoloration, mais également en interne. On va traiter l'arthrite, on va traiter l'arthrose, on peut traiter tous les problèmes également cutanés comme les blessures. Ça peut être suite à une opération, suite à un accident. On peut la poser sur toutes les parties du corps. Plus qu'une simple dose de vitamine D, utilisée régulièrement, la luminothérapie est un traitement efficace contre l'hiver, mais pas que. Et restons dans le domaine du bien-être, car ce soir, le nouveau numéro de Ceux qui font Monaco s'intéresse à un métier dont l'origine remonterait à l'Égypte antique. Bonsoir Christine Dapetit.
Pour ceux qui font Monaco, je me trouve aujourd'hui à l'intérieur du palais de la Scala pour vous révéler un petit secret spécialement pour vous, messieurs. Alors, est-ce que vous savez qui se trouve au 2e étage du palais de la Scala? Eh bien, il y a Mr. Wu. Alors, vous allez me dire, mais qui est Mr. Wu? Mr. Wu s'occupe de vous tailler la barbe, de vous couper les cheveux ou de vous prodiguer des massages. En bref, Mr. Wu s'occupe de votre bien-être. Écoutez-le. L'histoire de Mr. Wu, c'est simplement de porter un bon moment pour les clients. C'est en philosophie. Ça fait depuis 25 ans que je suis dans les cheveux, dans les barbes. Et donc, pour moi, c'est important, autre que garder et porter le styling à les clients, c'est de donner à lui vraiment un moment de stop, de relax. On a la privacy, on travaille tout seul, donc les clients, il est tranquille, il n'y a pas d'autres clients, il n'y a pas de... Voilà, simplement, on est entre deux, s'il veut parler, il parle, s'il veut dormir, il dort. Pourquoi j'ai des clients qui dorment aussi quand je fais la barbe. Donc voilà, ça c'est pourquoi il est né Mr. Wu. C'est surtout pour la qualité. Donc sûr que je cherche le plus tôt, par exemple les shampoings sans les laisses, les parabènes, tout ça. Et donc c'est surtout porter un produit que ça donne vraiment un bon résultat à les clients. Voilà, je fais les cheveux, je suis quand même coiffeur. Et je fais barbe à l'ancien, donc avec les rasoirs, avec la serviette chaude et tout, et avec les savons et l'entretien de la barbe. Donc un peu tous les styles, dégradé, barbe classique, donc court, un peu tous les styles. Voilà, donc. Et on fait aussi des soins visage pour purifier un peu la peau. Et là, ça va sortir un nouveau projet, plutôt avec l'utilisation de l'huile essentielle, donc utiliser l'aromathérapie pour même des traitements pour le cuir chevelu, la peau, et porter encore plus un bon moment pour les clients. Alors si vous aussi, vous avez besoin de bien-être et envie de vous faire chouchouter, eh bien il suffit tout simplement de prendre votre téléphone et de réserver, ou alors d'aller sur le site internet www.mrwu.mc. Ici, on vous accueille du mardi au samedi. Vous n'allez pas me faire la barbe? Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre les prévisions météo d'Alban Gingembre, puis les films à l'affiche cette semaine avec les sorties cinéma. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et le programme One Team de l'Euroleague. Il aura permis un bel échange entre membres de la Roca Team et les athlètes de Special Olympics. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, le ciel restera très chargé en principauté. De courtes éclaircies pourront être perceptibles de temps à autre entre deux nuages. Les températures varieront de 10 degrés le matin à 13 degrés l'après-midi. Et en ce jeudi 13 février, nous fêterons les Béatrices. Et le 13 février, c'est aussi la journée mondiale de la radio, en référence à la date de création de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. Un hommage pour mettre en avant la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.